Bonjour tout le monde. Bon, je vais vous demander votre attention pour débuter la journée. Je sais que tout le monde sont énergiques, dynamiques. C'est plaisant. Ce matin, il fait beau. C'est plaisant de vous voir. On sent une belle énergie. On va passer une belle journée ensemble. Alors, je vous demanderai, s'il vous plaît, de vous asseoir. Et on va débuter la journée avec Mme Cécile Poulain qui veut nous dire quelques mots. Alors, bonjour tout le monde. Je me présente. Cécile Poulain, directrice adjointe du service de la formation professionnelle et de l'éducation des adultes et des entreprises. Alors, en premier lieu, je désire souhaiter la bienvenue à M. Lessard, notre directeur général, à Mme Blondin, du service de la formation professionnelle et de l'éducation des adultes et aux entreprises et les directions de centre, nos 4 animateurs invités. Et je voudrais également souligner la présence de Mme Ginette Gagnon, orthopédagogue du Collège des compagnons de la Commission scolaire des découvreurs, qui a fait partie de l'équipe qui a conçu le modèle d'intervention qui vous sera présenté par Annick Gervais aujourd'hui. Ainsi que la présence de Mme Hélène Savard, qui est responsable du Centre collégial du soutien à l'intégration de tous les cégeps de l'Est du Québec. Bonjour à vous deux. Et bienvenue à tous, chers membres du personnel de la grande famille de la formation professionnelle, de l'éducation des adultes et des entreprises. À nouveau, nous vous avons concocté toute une journée pédagogique afin de nourrir votre enseignement. Cette journée-là, ça fait 3 ans que je la rêve et aujourd'hui, nous allons la vivre ensemble. De plus, elle passera à la prospérité grâce à la capture de ces beaux moments sur vidéo et que nous utiliserons à d'autres fins pédagogiques, c'est certain. Tout d'abord, notre orthopédagogue, Annick Gervais, animera un atelier sur les 8 stratégies d'enseignement essentielles et nécessaires pour rejoindre l'ensemble de nos élèves. La présentation de chaque stratégie sera suivie d'un échange de pratiques entre les membres de chaque équipe. Alors, merci à nos directions de centre qui prendront les notes riches de contenu et à nos animateurs de table. L'autre demi-journée, vous aurez la chance d'assister à l'une ou l'autre des 4 ateliers de perfectionnement professionnel qui sera à coup sûr vous rejoindre dans le cadre de votre pratique professionnelle. Merci à nos 4 spécialistes invités pour votre engagement dans votre secteur d'activité et d'avoir bien voulu venir partager votre expertise avec nos enseignants. À ce moment, je m'en voudrais de ne pas remercier notre équipe de conseillers pédagogiques en FP et en EA, qui, sans eux, cette journée n'aurait pas été aussi diversifiée, enrichissante et stimulante. Alors, merci à Mélanie, Maude, Jacques et Yves de la FP, et Jocelyn, Éric et Sylvie de l'éducation des adultes, de Daniel du Récit FGA, et spécialement à Annick, notre orthopédagogue, qui a le rôle principal de cette journée pédagogique. Également, un grand merci à l'équipe de secrétaires du service pour votre accueil chaleureux de ce matin et un remerciement tout spécial à Chantal et Annie qui se sont occupées du côté administratif de cette journée. Je laisse maintenant la parole à M. Lessard, notre directeur général. Merci Cécile. Bonjour tout le monde. Une bienvenue spéciale à Mesdames Gagnon et Savard. Vous savez, en Beauce et de chemin, on aime ça être en avant de la parade. Et lorsqu'on parle ici dans notre région du CUA, bien habituellement, c'est qu'on parle du Centre universitaire des Appalaches. Le CIMIC a été le premier centre d'éducation interordre à naître au Québec, qu'on retrouve le niveau secondaire par sa formation professionnelle, collégiale et universitaire. Mais aujourd'hui, on inaugure quelque chose d'assez spécial qui s'appelle aussi le CUA, mais qui est la conception universelle d'apprentissage. Dans son application au niveau secondaire, on est premier pas seulement au Québec, mais au Canada. C'est pas rien. Vous allez vivre vraiment quelque chose de spécial qui est axé au cœur même de notre mission,
qui est l'éducation, l'apprentissage, la réussite de nos élèves. Donc, ça nous fait plaisir que vous voir aussi nombreux, aussi dynamiques. Je le voyais lorsque les gens vous êtes entrés ici au centre. Et puis, je pense que tout le monde a bien à cœur cette mission-là, la réussite des élèves, et c'est ça qui va faire en sorte qu'on va être capable de concerter tous nos efforts. Donc, merci et faites en sorte que cette journée soit la plus profitable pour vous, tant personnellement que professionnellement. Merci beaucoup. Merci, M. Lessard. Alors, je laisse maintenant la parole à Mme Nathalie Blondin, directrice du service de la formation professionnelle de l'éducation des adultes et des entreprises, qui vous mettra en appétit pour vivre intensément cette journée pédagogique qui se veut pratique et porteuse de changement pour donner accès à tous nos élèves à l'éducation. Madame Blondin. Alors aujourd'hui, moi, le thème de la journée m'accroche beaucoup parce que le thème de notre journée, c'est l'enseignement pour tous, du nécessaire à l'essentiel. Dans ce contexte où on est envahi d'informations, à un moment donné, c'est important de voir c'est quoi l'essentiel et de s'y attarder. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ensemble concrètement? L'objectif de la journée, c'est vraiment de réfléchir sur nos pratiques, nos stratégies d'enseignement dans le but de les améliorer puis de s'enrichir les uns les autres. Pourquoi? Pourquoi on va réfléchir sur nos pratiques aujourd'hui? Ça va donner quoi? Puis c'est pourquoi qu'on va faire ça? Mais d'abord, ça a été mentionné tout à l'heure pour la réussite de nos élèves, hein? La réussite du plus grand nombre de nos élèves. On veut les aider à réussir dans leur vie professionnelle, par le fait même dans leur vie personnelle aussi. On veut aussi continuer d'inspirer l'élève pour qu'il s'engage à développer son plein potentiel. Pourquoi? Le contexte évolue. On évolue, nous. Hein? Le contexte évolue, il est différent. Notre clientèle est différente. Donc, nos nouvelles réalités nous amènent à réfléchir à nos pratiques et à évoluer. Pour vous donner un exemple, en 2010-2011, nos élèves qui proviennent, vous savez qu'on est une des commissions scolaires où il y a le plus grand nombre d'élèves qui nous proviennent du secteur jeune, entre autres au niveau de la formation professionnelle, mais on en a beaucoup aussi à l'éducation des adultes, ça tourne autour de 50 % des moins de 20 ans. Alors, on a des élèves qui nous arrivent du secteur jeune qui sont codés, qui sont codifiés en ayant certaines problématiques de toutes sortes. En 10-11, on avait 54 élèves qui nous arrivaient du secteur jeune avec des codes de difficultés diverses. Autant EAFP, là, je donne les statistiques globales. En 14-15, on en a eu 340. Alors, ce n'est pas rien. Il y a une évolution du contexte. Les chiffres nous parlent. Alors, il faut être réaliste. Est-ce qu'on va vous demander aux enseignants, aux intervenants, de vous adapter à de 340 manières différentes à 340 élèves? C'est impossible. Humainement, c'est impossible. Donc, on se base sur les recherches. C'est là où on rentre en scène, en fond. On se base sur des recherches pour savoir c'est quoi qui fonctionne bien avec nos élèves qui n'ont pas de code de difficulté particulier, mais qu'est-ce qui fonctionne bien aussi pour nos élèves qui ont des difficultés. Et c'est là qu'on va arriver avec les 8 stratégies. Donc, on passe de 340 à 8, ça fait, disons que c'est un petit peu moins épeurant. Alors, ces stratégies qu'Annick va vous présenter vont rejoindre autant les élèves en difficulté que les élèves qui n'ont pas de difficulté. Ça, je trouve ça intéressant. Est-ce que aussi, pourquoi qu'aujourd'hui on vous parle de ça? C'est que dans l'expression de vos besoins et perfectionnements, vous nous avez signifié que les stratégies pédagogiques étaient un élément important que vous vouliez aborder. Alors aussi, c'est pourquoi on vous parle de ça aujourd'hui. Et aussi, un autre élément important, les recherches en éducation. On a eu une conférence en début d'année à l'Assemblée générale des gestionnaires de M. Steve Bissonnette qui nous parlait des recherches, entre autres en éducation. Et les recherches démontrent que les méthodes d'enseignement sont parmi les facteurs les plus aidants pour la réussite de nos élèves, sont dans le top 3.
Alors, c'est une bonne nouvelle parce que les méthodes d'enseignement, on a du pouvoir là-dessus. Fait qu'on va pouvoir faire quelque chose avec ça. Hein? Souvent, il y a des situations qu'on n'a pas de pouvoir. Bien, celle-là, enfin, on en a un peu de pouvoir finalement. Alors, le pourquoi, ça fait le tour du pourquoi on est ensemble ici aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui, ce que vous allez entendre, là, ça va être tout du nouveau, puis il n'y a rien que vous faites de correct, ça va tout être révolutionnaire? Non. C'est plate, hein? Mais je suis certaine que dans ce que vous faites déjà, vous allez reconnaître plusieurs stratégies qu'Annick va vous présenter et vous avez déjà développé énormément d'expertise dans ces stratégies-là. Mais l'objectif d'aujourd'hui, oui, c'est de vous présenter les stratégies. Oui, c'est de se donner des outils pour qu'on ne panique pas à avoir 340 plans d'intervention, mais qu'on ramène ça à 8 stratégies. Mais l'objectif, c'est de faire ressortir toutes les bonnes pratiques et les bonnes stratégies que vous avez implantées dans vos différents cours, dans vos différents modules, au fil des années avec vos élèves avec aussi des difficultés différentes. Donc, on va construire là-dessus aujourd'hui. C'est le but. Alors, on ne voudrait surtout pas que vous pensiez que toute votre expérience ou votre expertise, on la met de côté aujourd'hui. Au contraire, on en a besoin pour faire de cette journée-là un vrai succès. On est plusieurs cerveaux ici aujourd'hui. Alors, on sait qu'un changement de culture, hein, quand on présente des nouvelles choses, c'est 5 à 7 ans avant d'implanter une nouvelle culture. Donc, aujourd'hui, on vise à devenir plus efficient. Mais ça ne veut pas dire que demain matin, tout va être changé. On a à travailler sur le long terme. C'est pour la raison pour laquelle Annick va vous accompagner par la suite dans l'implantation de vos stratégies en classe. Comment on va travailler aujourd'hui? De quelle façon on va travailler aujourd'hui? Bon, vous avez sûrement entendu parler des communautés d'apprentissage. On est à l'ère de ça. Pourquoi qu'on est à l'ère de ça? C'est parce qu'il y a tellement d'informations qu'on ne peut pas tout savoir aujourd'hui. Hein, c'est différent, l'information est disponible, est accessible, mais on ne peut pas tout l'avoir dans notre tête. Alors, l'objectif d'une communauté d'apprentissage, c'est d'augmenter le savoir collectif par l'implication de chaque participant au développement de son savoir individuel. Alors, c'est ça qu'on va vivre aujourd'hui ensemble. Puis c'est ce qu'on vous encourage aussi à poursuivre dans vos différents départements, dans vos différents centres. La commission scolaire offre aussi des formations, des programmes sur les communautés d'apprentissage. On pourra y revenir ultérieurement avec vos directions. Alors, avant de laisser la parole à Annick aujourd'hui, notre orthopédagogue, je vous laisse simplement sur un petit questionnement. Notre clientèle n'est plus comme avant. Et nous, sommes-nous différents? Alors, bonne journée, profitez-en, puis au plaisir de vous revoir. Bonne journée. Merci, Mme Blondin. Alors, malheureusement, pour de la moitié d'entre vous, vous allez devoir attendre à cet après-midi pour avoir la conférence de Mme Annick Gervais. Alors, c'est ici présentement qu'on se sépare. Les équipes d'en avant, vous restez sur place, mais les équipes d'en arrière, vous vous dirigez dans vos ateliers immédiatement, s'il vous plaît. Vous avez 2 ateliers qui est près de l'administration et vous avez 2 ateliers que vous rentrez par la porte du soudage ici et qu'il y a des flèches pour vous diriger. Alors, bon avant-midi à tous et on rentre en scène immédiatement dans 3 minutes ou 4 minutes. Merci. Alors, juste une petite minute d'attention, tout le monde, parce que l'heure de l'entrée en scène d'Annick vient de sonner. Alors, je vous la laisse entre vos mains, parce que dans le fond, c'est elle qui a les mots pour le dire ce matin. Alors, Annick. Et voilà, je suis là devant vous ce matin, très heureuse d'être là, parce que j'ai eu l'occasion et la chance de me promener. Hein, il y en a pour qui maintenant c'est intéressant parce qu'ils ont un visage à mettre, plus que celle qui s'est levée le 28 août pour dire « Bonjour, là, je suis rendue là, j'ai fait le tour ». Mais je pense que c'est important que je vous reprécise mon rôle.
Parce que l'orthopédagogie, ça peut avoir différents visages. On le voit très bien au niveau du secteur des jeunes, par exemple, c'est différent. On s'élève un petit peu à un autre niveau. Quand on parle maintenant d'éducation des adultes, la formation professionnelle, sachez qu'il y a très peu d'orthopédagogues qui sont rendus à ce niveau-là d'enseignement. On a ici Mme Nathalie Matos qui anime ce matin un atelier, qui en est une. Mais sachez que pour ici, c'est quand même assez un pas vers l'avant. Donc, il faut que vous sachiez que je suis votre orthopédagogue, c'est-à-dire à chacun d'entre vous. Vous allez dire, quand vous regardez, là, puis comment on était ce matin, ça fait beaucoup de gens. Oui, en effet. Mais ce que je vais faire, c'est pas juste faire du 1 à 1 avec vous, c'est plus là qu'on est rendu. Hein, on le fait plus avec les élèves parce que ça n'a plus l'impact que ça a à avoir du 1 à 1. C'est super du 1 à 1, ça fonctionne en 1 à 1. Mais quand on renvoie l'élève dans le groupe ou dans sa réalité, c'est là qu'on se rend compte qu'on a peut-être mis nos énergies à la mauvaise place. Et je vais faire la même chose avec vous. Pourquoi ne pas s'asseoir en équipe, en département, pour créer, pour développer, que de le faire 1 à 1 par un besoin précis? C'est vraiment ça aujourd'hui que je veux sur lequel on réfléchisse. Donc, je suis votre orthopédagogue. Et pour faire du pouce un petit peu sur ce que M. Lessard et Mme Blondin ont dit, pourquoi on est rendu avec une orthopédagogue à l'éducation des adultes et en FP? Bien, c'est parce que nos élèves en difficulté, là, sont super persévérants. Ils veulent. Ils veulent aussi avoir leur place dans la société. Ils veulent se payer des conditions de vie qu'ils n'ont peut-être pas, eux, à la maison. Ils veulent aller plus loin. Et ça, ce que ça veut dire, bien, c'est malgré les embûches, les échecs au niveau du secteur jeune, tout ce qui peut venir avec la phase d'adolescence, tout ce qui peut être de conditions difficiles, bien, ils sont rendus avec vous. Ils sont rendus à l'AFP, puis on l'a vu tantôt, c'est beaucoup nos 16-20 ans. Donc, ils sont encore là. Ils sont nombreux. Et c'est pour ça que là, je suis là. C'est pas pour mes beaux yeux, c'est pas pour faire plaisir à personne. C'est parce que le besoin est réel. Vous avez besoin d'accompagnement. Vous avez besoin de les aider. Parce que, êtes-vous capable de me dire, tout à l'heure, Mme Blondin a dit, c'est quoi le facteur sur lequel on peut compter pour la réussite scolaire? En 3e, on avait parlé des méthodes d'enseignement. Est-ce que vous êtes en mesure de me dire, ce serait quoi le premier facteur qui fait qu'on peut miser la réussite de nos élèves? Pas tout en même temps, parce que ça va. Martin, t'es donc bien bon. C'est l'enseignant. Fait que c'est quoi qu'on peut avoir de plus grande réponse que l'enseignant? C'est le pouvoir est entre vos mains. Puis là, je pourrais dire, Jean-Philippe, lève-toi donc. Ça, je vais faire du pouce sur ça. Ce que Jean-Philippe porte fièrement, là, bien, c'est vrai. Vous êtes extraordinaire parce que vous avez le plus grand pouvoir sur la réussite de vos élèves. Merci, Jean-Philippe. Vous avez le plus grand pouvoir. Eh oui. Fait que portez-le avec fierté, ce chandail-là. Et, par contre, pour prendre une phrase célèbre, hein, à grand pouvoir, grande responsabilité. Hein? Tous ceux qui ont eu la chance d'écouter Spider-Man, et là, ça sort comme, c'est instinctif comme parallèle, là. Mais quand on a des pouvoirs, bien, on a beaucoup de responsabilités. Ça veut dire qu'on peut avoir un impact, mais il faut le prendre du bon côté parce que ça peut faire autant des torts que du bon. Donc, c'est pour ça que je suis là. C'est pour essayer de dire, bon, on a beaucoup d'élèves en difficulté, on veut qu'ils réussissent, c'est notre mission. C'est ça, c'est pour ça qu'on est là. Mais là, je me suis promenée et je le vois très bien que vos réalités sont particulières. Donc, pour moi, ça me parle énormément. Je me dis, il faut qu'on fasse quelque chose et on ne peut pas le faire tout seul. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous savez, ce qu'il y a de plus important pour l'éducation, là, oui, il y a plein de dossiers, mais ce qui fait en sorte qu'un système d'éducation va innover, va se mobiliser, va vouloir développer, c'est dû à la diversité de sa clientèle. Si on avait tous des gens très homogènes, qui apprennent tous de la même façon, on avait tous les mêmes enseignants, si notre système éducatif était tous munis des mêmes personnages, on n'aurait pas cette discussion-là ce matin. Mais la diversité qu'on a oblige les chercheurs, oblige les penseurs à dire qu'est-ce qu'on pourrait faire. On a-tu des solutions? Et ce matin, je vais vous en présenter une. Écoutez, quand M. Lessard vous a parlé ce matin de la conception universelle de l'apprentissage, c'est quelque chose qui est très nouveau dans le système de l'éducation. Mme Savard est au niveau du collégial et au niveau universitaire, on en est rendu là parce que les enseignants aux études supérieures, bien, quand je vous dis qu'ils sont persévérants, là, les élèves, ils viennent en FP, mais ils vont au collégial, mais ils vont à l'université.
Fait qu'il faut qu'à un moment donné, les plans d'intervention, ça devient gérable. Donc, cette diversité-là nous a obligé les penseurs à dire qu'est-ce qu'on fait. Et c'est là que la conception universelle de l'apprentissage a abouti et nous permet maintenant de dire oui, il y a une solution. Fait que cette fameuse approche pédagogique-là, aujourd'hui, en fait, on va l'aborder sous l'angle de l'inclusion scolaire. Ça, c'est l'enseignement pour tous. Et quand je dis pour tous, c'est pas pour tous, c'est pas pour tous mes troubles d'apprentissage, pas pour tous mes troubles de langage, c'est pour tous les élèves qu'on a. Parce que vous savez, apprendre, c'est un grand processus. Chaque individu là-dedans a ses raisons, mais a sa diversité, a sa couleur. Et là, il faut essayer à un moment donné de se mobiliser autour de ça et d'avancer. Et je vous demanderais de regarder la raison même pourquoi la CUA existe. Si vous regardez attentivement l'image que vous avez là, okay? C'est sûr que ce n'est pas évident à lire. Vous avez un enseignant, et là, c'est le fun. Nos élèves aimeraient donc ça, voir qu'on les a représentés en éléphant, en singe, en chien, en poisson, en pingouin, mais c'est à peu près la meilleure façon d'illustrer qu'ils sont différents. On a un enseignant qui a l'air à vraiment aimer ce qu'il fait, n'a pas trouvé que ça a l'air pénible du tout, et on a nos fameux élèves qui sont représentés de façon assez explicite. Et là, on se dit, bon, pour une sélection juste, en fait, pour réussir, tous doivent passer le même examen. Et là, on demande, s'il vous plaît, grimper dans l'arbre. Et là, le singe doit se dire, ah, parfait, je vais y aller, moi, dans l'arbre. Il n'y a pas de problème, je suis un singe. Puis là, je regarde l'éléphant, puis je me dis, qu'est-ce qu'il va faire, lui? Il va-tu s'organiser avec le poisson pour monter dans l'arbre? Ça risque de prendre autant de temps que s'il allait tout seul. Fait que cette image-là représente exactement le pourquoi il faut s'en aller ailleurs. C'est ça que vous avez dans vos classes. Vous avez un pingouin, un poisson, un éléphant, un singe, et nommons-les. Et l'éléphant peut être celui qui a un trouble de langage. Le singe peut être celui qui a un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité. Très belle illustration. On peut avoir le poisson, qui est celui présentement qui vit tellement des situations difficiles. Il est dans des conditions socio-affectives complètement perturbantes pour ça. Donc, il se sent comme dans un bocal de même. Il est pris dans l'eau, il n'est pas capable d'avancer. Donc, c'est ça que vous avez maintenant dans vos classes. On ne peut pas nécessairement dire, bon, ben toi, l'éléphant, tu vas monter dans l'arbre, attends un peu, je vais penser à ce que je pourrais faire pour t'aider, puis j'y reviens, puis on peut pas faire ça. Il faut essayer de se dire, bon, c'est quoi que je veux? Je veux qu'ils réussissent. OK. C'est quoi mon objectif? Est-ce que je suis obligée d'aller? Est-ce que c'est vraiment l'arbre qui est nécessaire? C'est quoi que je veux faire avec eux? Je veux qu'ils montent dans l'arbre, un peu. Est-ce que c'est pour vérifier leur, je sais pas, leur stratégie c'est pour voir leur confiance en eux, dire, ah oui, regardez-moi le défi, je vais m'aventurer là-dedans, je suis capable. C'est quoi mon objectif quand je lui demande de grimper dans l'arbre? Si je suis capable de décortiquer cet objectif-là, puis de passer par un autre chemin que dans l'arbre, bien peut-être que pour le pingouin, on va l'amener dans un autre contexte que devant un arbre. Fait que ça va peut-être faire la même affaire, mais ça va le faire réussir. Fait qu'on va réfléchir ensemble sur ce qu'on peut faire. C'est sûr que, comme Mme Blondin disait, on ne fera pas ça demain, tout va être réglé, la vie va être belle. On va le faire ensemble tranquillement, et c'est pour ça qu'on s'en va vers une vision d'inclusion. Marie-Claude. Voyez-vous, c'est un peu pour faire l'historique d'où est-ce qu'on est rendu présentement. On a d'abord passé par l'exclusion. Ceux qui sont différents, ceux qui ne sont pas comme nous autres, qui n'ont pas la même couleur de peau, qui sont handicapés, dehors. Ils n'ont pas d'affaires dans notre système, ils ne sont pas avec nous. Alors là, on était assez sauvages. On était en exclusion. Heureusement, on avance. On arrive à la ségrégation. OK, ils sont différents, ils existent, on les met à côté. OK, on sait qu'ils sont là, on va faire quelque chose là, pour eux, mais ils sont toujours à part de nous, mais ils sont regroupés. On est fins, on les a mis tout ensemble. Bon, encore là, on sait ce que ça a fait. C'est la ségrégation, ce que ça a fait, ça a créé des révolutions. On a dit, wow, un instant, là, on est tous égaux entre êtres humains. Et là est venu vers où on est rendu pas mal présentement, c'est-à-dire l'intégration. Il faut dire que l'intégration, ça ressemble beaucoup au modèle un peu qui est médical, c'est-à-dire à un problème, une solution pour tel problème. Donc, c'est-à-dire, pour un élève, on va l'intégrer dans la classe, mais on va lui donner du temps supplémentaire. On va lui donner un ordinateur, on va lui donner droit à un lecteur. Donc, on est dans cette phase-là d'intégration davantage. Et là, ce que je vous annonce aujourd'hui, et que je veux vraiment que vous ayez en tête que c'est un vent de changement, oui, que ça va peut-être vous dire, hey, mais c'est infaisable. C'est sûr que c'est un défi ambitieux, mais je suis là pour ça. Je suis là pour vous accompagner, puis pour qu'on le vive ensemble. Fait que ça va prendre du temps, puis ça va prendre surtout une confiance.
Ça fait que c'est ça qu'on va faire ensemble, mais je veux que vous croyiez à ce que ce modèle-là pourrait nous apporter. Et là, c'est pour ça que je vous montre l'inclusion. Voyez-vous, la différence, c'est qu'ils sont là. On n'en fait plus de distinction. OK, on le voit, la chaise, le fauteuil roulant, la canne, on le voit. Mais il ne faut plus que ce soit notre premier regard. Ce n'est pas sur cet angle-là qu'on va intervenir. On va intervenir au-delà de ça. On va intervenir en les voyant tous comme des apprenants différents. Et quand je vous ai dit que nous avions le plus grand pouvoir, les enseignants, c'est nous qui allons avoir la grosse ouvrage. Mais dites-vous que c'est un très bon investissement qu'on va faire. Ça se développe, ça va se faire. Voyez-vous, les deux grandes assises de cette nouvelle approche pédagogique-là vient de ce que vous connaissez probablement, c'est-à-dire ce qui est sur nos tables présentement, c'est la réponse à l'intervention. La réponse à l'intervention, c'est vraiment dans cet angle-là qu'on voulait aller. On s'était rendu compte que ça ne fonctionnait plus, que c'était rendu complexe, que notre système s'était rendu difficile à gérer, tout ça. Donc, on s'était dit, allons-y pour un modèle qui va toucher plus de monde. C'est-à-dire un enseignement de qualité pour tout le monde. Bon, on est capable de se dire 80% des gens vont être touchés si moi j'enseigne bien, si je fais attention de... je sais que mes élèves en difficulté sont où, je me suis donné un mandat de connaître un petit peu leurs problèmes. Bon, pour 80% des cas, ça va fonctionner. Et lorsque le 15% se présentera, c'est-à-dire ceux qui ont des besoins un peu plus particuliers, qui sont à risque, mais quand même pas dans une urgence, bien alors là, je pourrais peut-être faire des petits enseignements supplémentaires, intensifs sur le besoin, puis réajuster tout pour que mes élèves, je les réintègre dans mon 80. OK, super, on est pas pire. Et à la fine pointe, quand l'élève est vraiment en difficulté et que là, on demande une rééducation, eh bien là, c'était les orthopédagogues de façon intensive qui étaient amenés à se mettre les mains à la pâte. Mais comme je vous explique tout à l'heure, oui, avec l'orthopédagogue, il y a des progrès. Mais c'est où son milieu de vie? Est-ce que c'est dans le bureau de l'orthopédagogue? Non, c'est dans sa classe. Alors, on se rend compte que ce modèle-là nous amène vers, oui, peut-être une amélioration, mais c'est encore pas ce qu'on a de besoin. On a trop besoin d'aller plus loin. Donc, là arrive la conception universelle de l'apprentissage, c'est-à-dire qu'un enseignement accessible à tous les élèves dans leur diversité. C'est une très grande phrase qui n'a pas l'air de vouloir dire grand-chose, mais ce que ça veut dire, c'est que c'est moi qui ai chaud, l'enseignant, avant de présenter mon activité pédagogique, parce que je vais avoir pensé à mes 32. Parce que je vais me dire, peut-être que ce texte-là, il est trop lourd. Je trouve que le vocabulaire n'est pas clair. Je trouve que ça date un peu. Je vais l'épurer, je vais l'aérer. Est-ce que je le fais juste pour mon élève qui a un trouble de langage ou je peux arriver à aller plus loin et dire, je vais l'offrir à tout le monde, ça ne devrait pas nuire. C'est d'investir, c'est de réfléchir, de dire qu'est-ce qui serait payant pour tout le monde, au lieu de le faire pour un, pour l'autre. Donc, c'est là-dessus qu'on s'en va. Pour mieux vous faire comprendre, on va regarder ensemble une vidéo parce que vous avez tous des styles d'apprentissage différents. Puis là, je parle, vous m'écoutez toutes. Il y en a peut-être qui sont déjà plus là parce qu'on est conscient, on est des êtres humains. Donc, peut-être que ça va aller chercher une vision plus claire de ce que je vous explique. Et c'est pour ça que je vous laisse regarder ça pendant un petit 2 minutes. La conception universelle de l'apprentissage. Depuis la seconde moitié du XXe siècle, plusieurs changements sociaux, politiques et culturels ont traversé la société québécoise et interrogé les rôles dévolus à l'école et ses méthodes pédagogiques. Les classes sont aujourd'hui bien loin de ce qu'elles étaient dans les années 1950. Mais l'un des enjeux les plus importants à l'heure actuelle consiste à trouver de nouveaux moyens pour assurer l'inclusion de tous les étudiants dans l'école. La conception universelle de l'apprentissage représente une voie novatrice pour penser cette ouverture, en misant sur une planification inclusive de l'enseignement plutôt que sur le seul accommodement des besoins individuels. Elle reflète par le fait même le nouveau modèle social de production du handicap, en mettant l'accent sur la nécessité d'éliminer les barrières à l'inclusion dans l'environnement, plutôt que sur l'intégration de l'individu à la norme. Le focus se déplace donc du seul individu en situation de handicap vers les interactions entre ce dernier et son environnement. D'abord pensé dans le domaine de l'architecture, le design universel ou conception universelle a permis de concevoir des bâtiments d'emblée accessibles, dotés par exemple de rampes d'accès, de portes électriques et de pictogrammes, plutôt que d'attendre d'éventuelles demandes avant de les ajouter. Ces mesures se sont révélées utiles, non seulement pour les personnes en situation de handicap, mais également pour d'autres, telles que les personnes munies d'une poussette, dans le cas des rampes d'accès. Dans l'univers éducatif, la conception universelle de l'apprentissage
encourage la création de modèles souples pour la création de buts, de méthodes et d'évaluation destinées à tous les étudiants, en diversifiant les options de représentation, d'action et d'expression et de participation. Ce canevas se fonde sur les récentes recherches en neurosciences qui ont révélé que la variabilité du cerveau humain, et donc de l'apprenant, représentait davantage la norme que l'exception. Le premier principe, ciblant les réseaux de reconnaissance du cerveau et donc le quoi de l'apprentissage, vise à fournir divers moyens de représentation des savoirs afin de tenir compte des moyens pluriels qu'utilisent les étudiants pour recueillir et classer l'information. Dans cette perspective, on peut par exemple varier la taille du texte, des images ou de tout contenu visuel mobilisé en classe. Le deuxième principe, ciblant les réseaux stratégiques du cerveau et donc le comment de l'apprentissage, vise à fournir divers moyens d'action et d'expression aux étudiants, en les invitant notamment à s'exprimer dans de nombreux supports, tels que les textes, les discours, les films et l'art visuel. Le troisième principe, ciblant les réseaux affectifs du cerveau, et donc le pourquoi de l'apprentissage, cherche quant à lui à multiplier les moyens de participation, en permettant par exemple aux étudiants d'établir leurs propres objectifs et d'entreprendre une autoréflexion à l'égard de leur propre parcours. En prenant en compte les multiples différences sur le plan de la représentation, de l'action et de l'expression et de la participation, l'enseignant est ainsi davantage en mesure de favoriser la réussite éducative de tous les étudiants, qu'ils soient ou non en situation de handicap. Ça en dit beaucoup. Ça résume énormément ce que je veux que vous reteniez aujourd'hui. Et je vous amène juste à regarder la façon que ce visuel-là est apporté. Vous voyez, c'est une vidéo. Il y a beaucoup de visuels. Il y a du support auditif. Est-ce qu'il y en a qui ont remarqué qu'il y avait aussi ce qui était écrit? Parce qu'il y en a pour qui, quand ça parle, quand il y a trop d'images, j'accède pas à ça. Donc, on a même pris soin on pense qu'un diapo, une vidéo, ça veut tout dire, mais on a quand même pensé qu'il y en avait chez qui c'était plus facile de lire. Levez donc la main ceux qui ont lu. Voyez-vous, c'est pas tout le monde qui a lu. Il y en a pour qui ça n'a même pas eu d'impact. C'était les bonhommes qui bougent puis le monsieur qui parle. Fait que c'est ça la conception universelle de l'apprentissage. Ça vous a permis de tous être rejoints par le même vidéo qui avait touché quand même différentes notions. Donc, les concepts sur lesquels on va s'asseoir, on va se réfléchir aujourd'hui, c'est le quoi, c'est le pourquoi et c'est le comment de l'apprentissage qui sont les concepts clés de la CUA. Quand je vous dis le quoi de l'apprentissage, c'est tous les traitements au niveau des représentations et du rapport au savoir. Quand j'ai une matière à faire enseigner, je peux passer par le visuel, je peux passer par l'auditif, je peux passer par un texte écrit, je peux passer par une entrevue, je peux passer par différents moyens pour que ça fasse sens. Et c'est pas vrai que ça va être pour tous la même chose. Mais quand j'ai dans ma planification cette notion-là de dire je vais faire quelque chose pour toucher le plus de gens possible, bien, voyez-vous, on a un bel exemple. Une vidéo, une capsule, mais avec du soutien écrit, du soutien audio. C'est ça qu'on va essayer de développer. Quand on est par exemple, quand on est, je ne sais pas, en mécanique où on est devant on peut avoir une démonstration qu'on semble très pertinente, mais on n'a peut-être pas des élèves qui l'ont eu, qui ont eu accès à la même angle de vision, qui n'ont peut-être pas entendu ce que vous avez dit. Donc, on pense avoir fait une bonne action, ça en est une, mais il faut la développer davantage en ayant ça en tête. Le pourquoi, bien, vous savez, je ne vous le cache pas, l'apprentissage, ça passe par l'affectif, d'abord et avant tout. C'est un processus d'engagement, mais de vulnérabilité aussi, c'est-à-dire, là, il faut que je comprenne ça pour réussir, il faut que j'avance. C'est des fois très déstabilisant. Donc, quand on est dans le pourquoi, il faut vraiment essayer de se dire qu'est-ce que je pourrais faire pour les engager, pour qu'ils soient motivés. Est-ce que je leur lance un défi? Est-ce que je fais une blague? Est-ce que je les perds ensemble pour qu'ils se chicanent puis qu'ils se confrontent? Ça peut être ça, la façon d'avoir un levier. Mais ce pourquoi-là est important. Toujours de l'avoir en tête. Et c'est ça qu'on va travailler. Comment on peut essayer de le développer? Le comment de l'apprentissage, bien, est-ce que c'est obligatoire? Notre structure scolaire nous a toujours dit un examen papier, c'est donc formidable. Hein? On a appris au tableau, on écrit. Mais est-ce qu'on pourrait dire, bien, moi, je veux que vous me fassiez un compte-rendu d'un livre? Ou je veux que vous me fassiez une synthèse du chapitre en maths au niveau, je ne sais pas, module 4, faites-moi une synthèse de votre choix. Ça peut être un PowerPoint, ça peut être vous pouvez vous filmer, vous pouvez me faire un film avec ça, vous pouvez me faire un dessin, un réseau de concepts, un graphique. Allez-y.
Imaginez-vous. C'est sûr que pour vous, ça demande une certaine une réflexion de dire, bon, je vais corriger ça comment? Mais vous le savez, c'est quoi l'objectif en arrière de ça? Vous savez ce que vous voulez qu'ils vous rendent. La façon qu'ils vont vous le rendre, c'est vous le rendre, puis c'est efficace. Puis que ça les a engagés là-dedans, je trouve que c'est un bon investissement d'y penser. Fait que vous voyez-vous, c'est vers là qu'il faut s'en aller pour les toucher tous à la fois. Il y en a pour qui le papier-crayon va rester leur solution, comme la majorité d'entre nous, on est capable de fonctionner de cette manière-là. Mais c'est pas vrai que c'est pas si on avait eu autre choix, qu'on n'aurait pas fait autre chose. Vous comprenez? Donc, on va essayer de développer ensemble. Ensuite, bien, vite, pourquoi l'inclusion scolaire? Pourquoi j'y crois? Pourquoi j'ai le goût de donner mon énergie? Puis pourquoi j'ai le goût de débarquer dans vos centres? Pourquoi j'ai le goût d'aller vous achaler puis vous donner le goût d'embarquer avec moi? Puis pourquoi je trouve que ce défi-là mérite de s'y intéresser? Bien, c'est parce que la diversité là, de la clientèle, elle n'arrête pas d'augmenter. Fait que si on fait semblant que ça n'existe pas, on n'avancera pas. On va se ramasser les bras à la terre et on ne saura plus quoi faire. Fait que, vu qu'on a ça, il faut changer. Puis, de toute façon, les défis cognitifs de nos élèves sont les mêmes. J'ai un élève en déficit d'attention, OK, c'est nové, on sait un peu à quoi ça ressemble, un dysphasique, mais un apprenant, ça vit de l'anxiété, même si ce n'est pas diagnostiqué. Ça peut arriver que dans sa condition, il ne soit pas apte aux apprentissages parce qu'il vit une séparation, son enfant est malade, on a toutes sortes de cas. On a aussi beaucoup de difficultés en lecture qui sont existantes sans qu'elles soient diagnostiquées ou qu'ils ne le savent pas nécessairement très bien lire pour apprendre. C'est un niveau de lecture très élevé. On leur exige ça quand même. Fait qu'on a des difficultés en lecture, on a des difficultés organisationnelles. C'est de la nouvelle matière. Je suis en FP, ça fait du changement de ce que je vivais au secteur jeune. C'est de l'adaptation, c'est des inconforts. Et les défis, il y en a comme ça plusieurs. Puis, pas besoin d'avoir une étiquette là, pour avoir ces défis-là. On l'a en tant qu'apprenant quand on est. En plus, en FP, en EA, on a des élèves qui sont quand même assez amochés. Donc, on les a, ces défis-là. Fait qu'ils sont là. Il faut vivre avec. La réponse aux besoins des uns aide les autres. Hein? Est-ce que c'est vrai, ça? Quand on fait une rampe d'accès, on l'a très bien vu. La rampe d'accès a été pensée pour les gens en fauteuil roulant. Mais quand on arrive au centre d'achat, on est-tu content qu'il y ait une rampe d'accès ou un ascenseur? Parce qu'avec la poussette, on le voit juste des arénas, les poches de hockey dans les escaliers. Là, c'est super, c'était à la mode, les escaliers, puis les chambres en bas. Toc, toc, ça descend, mes amis. C'est les enfants manquent de se tuer en descendant. Puis le petit gardien de but qui regarde, il est dans le pee-wee, puis il regarde en haut parce que sa poche a monté. Il se dit, mais, merci pour les escaliers. Puis là, il essaie de tirer là-dessus. Finalement, sa mère arrive en arrière, pauvre petit, parce que ça n'a pas de sens. Fait que, tu sais, quand on répond à un besoin, bien, on en règle plein. Ensuite, bien, quand on investit, ça permet une approche qui généralise. On le fait pour tout le monde. C'est bien moins un investissement qu'on semble perdu, dire hey, là, j'ai fait pour lui, il faut que je fasse ça pour lui. Quelle énergie! Alors oui, je me mets beaucoup d'énergie sur la préparation, mais quand je vais le faire pour tout le monde, il me semble que c'est plus gagnant. C'est fait pour un bon bout, fait pour la vie. Tandis que quand il va sinon, si je les vois un par an, je fais comme oh non, pas un autre de même, qu'est-ce que je vais faire avec? Non, pensons généraliser dans nos enseignements, ça va aller plus loin. Puis, bien évidemment, l'inclusion scolaire, ben, c'est le développement de l'enseignement stratégique inclusif, qui a pour la finalité, dans le fond, c'est la réussite. C'est-à-dire que si je pense inclusion, si je pense CUA, dans ma façon d'enseigner, dans ma façon d'évaluer mes élèves, ben, c'est évident que je vais viser la réussite de chacun et selon leurs conditions. Parce que ce n'est pas juste ceux qui ont des troubles d'apprentissage. Là. Je le sais que ça fait partie de ce qui vous inquiète parce que vous en avez beaucoup avec des diagnostics. Mais je voudrais qu'on se dégage de plus en plus de ça et qu'on se dise la condition qu'ils ont présentement sur vos bancs d'école. Ils se présentent comment? Ils se lèvent le lendemain de la veille, la jeune fille de 17 ans qui est enceinte, le jeune qui a un trouble de santé mentale, oui, mais c'est tous des conditions à laquelle il faut maintenant mettre des lunettes différentes. Ça va? Oui, j'arrête de parler. Donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va se questionner sur l'enseignement stratégique inclusif que vous faites déjà. Parce que c'est pas vrai que vous n'en faites pas du tout. Mais on va essayer aujourd'hui de se dire « Ah, moi, je fais ça. Ça a-tu un rapport? Ça l'aide-tu? Je peux-tu le faire pour tout le monde? » On va échanger sur nos pratiques. Comme ça va nous permettre de dire où est-ce qu'on est, vers où on va aller. Et là, on va construire ensemble. Ça va? Et je vous le dis, je suis là. J'ai une bonne équipe avec moi, les CP, tout le monde a adhéré à ça. Puis je suis prête à quand je vous dis que je vais mettre l'énergie, je vais le faire. Martin, t'inquiète. Oui. Ben, juste une question, peut-être que tu y as répondu pendant que je suis les 2 secondes, peut-être pas là. Est-ce que non, j'écoute toujours. Est-ce que il y a une explication quant au nombre d'élèves en difficulté? Tu te demandes-tu s'il y a quelque chose dans l'eau, genre là? Ben, est-ce qu'il y en avait autant avant qui était. Est-ce qu'il y en avait autant avant? La question se pose, puis par exemple, on pourrait regarder, regardons-nous quand on était plus jeunes.
Regardons-nous, là. Moi et Martin, on peut se dire, on est allés à l'école ensemble. Quand on était au secondaire, par exemple, c'est drôle qu'à un moment donné, on en perdait, qui s'en allait aux adultes. Pourquoi? Ça ne marchait pas au secondaire. Ils ne pouvaient pas suivre. Ils allaient aux adultes en se disant, coudonge. Puis quand ça ne fonctionnait pas, bien, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils décrochaient. Mais maintenant, la persévérance de ces élèves-là et la magie de la neuropsy, de la psy, on se questionne très jeune sur, voyons, ça ne fonctionne pas parce qu'on a ce besoin-là. Notre société a besoin de tout le monde. On va être de moins en moins, on le voit bien, là, on a besoin de tout le monde. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, il faut que tout le monde réussisse pour prendre sa part dans notre société. Donc, est-ce que c'est pour ça que la réussite scolaire, l'éducation est devenue si importante, puis qu'on ne laissera pas un élève s'éloigner du chemin, il faut le ramener. Et c'est là qui fait en sorte que, oui, on en a plus. Oui, on a des solutions. Oui, on a des diagnostics. C'est pour ça qu'on en a plus. Mais c'est... On n'a pas plus, mais on les nomme. Moi, j'aime ça dire, je parle par image, on lui met un post-it dans le front. Tiens, lui, il est vert. Lui, tiens, lui, orange. Avant, on ne faisait pas ça. On faisait que non, il n'est pas correct. On le tassait, on n'avait pas d'énergie, on n'était pas rendu là. Mais là, on a des recherches, on a des assises, il faut aller de l'avant. Fait que c'est pour ça qu'à la pédagogie, il faut s'en aller vers là. Fait qu'aujourd'hui, vous êtes déjà installés en équipe. Ce que je vais vous demander, je vais vous présenter des stratégies d'enseignement une à une avec un pictogramme pour vous mettre un visuel. Ouais, je vais modéliser ce que je veux qu'il se passe. Donc, l'enseignement stratégique, aujourd'hui, je vais vous présenter 8 grandes stratégies d'apprentissage qui sont du nécessaire à l'essentiel. Donc, on va discuter. Moi, je vais vous la présenter. Je vais toujours faire des liens et je vais vous laisser discuter de cette stratégie-là, à voir comment vous la vivez. Peut-être qu'il y en a qui vont dire hey, « moi, je n'en fais pas du tout ». Alors là, c'est ça, on suscite la réflexion. On ne va pas donner, on ne se donne pas de coup de fouet en disant « moi, je ne le fais pas, mon Dieu, c'est épouvantable ». Non, on réfléchit sur notre pratique pour construire à partir de ça. D'accord? Alors, ça va être ça aujourd'hui. Je vais toujours vous laisser du temps pour en discuter. Vous avez à vos tables des preneurs de notes, vous avez des directions qui vont prendre les notes et vous avez des animateurs qui sont vos CP pour alimenter un petit peu des fois puis pour organiser notre discussion pour que ça ne s'éloigne pas. Ça va? Donc, je vous invite à regarder la première stratégie d'apprentissage. Un petit bonhomme avec un cœur à l'intérieur, ça veut tout dire. Je viens de vous le dire que l'apprentissage, c'est d'abord et avant tout affectif. Donc, c'est essentiel d'établir des liens de confiance avec nos élèves. Bon, des fois, ce n'est pas tout le temps évident là, dans la situation dans laquelle on vit. On les voit à la période 1, on ne les voit pas à la période 2, ils ne viennent plus. C'est dur d'établir un lien. Mais je vous le dis, c'est important. Moi, je pense que si je ne vais pas dans vos centres, si je ne travaille pas avec vous, il n'y en aura pas de confiance entre nous. Fait que c'est la première chose quand on est en relation, surtout d'enseignement, d'établir ça et de créer un lien significatif. Tu sais, quand vous avez un élève qui a un diagnostic, peu importe, de lui faire savoir que vous le savez, que vous allez essayer de l'accompagner du mieux que vous pouvez, pour lui, c'est déjà rassurant. Ça lui permet de dire, OK, bon, je suis à bonne place, il y a comme une réponse à mon besoin. Mais aussi, il faut donner du sens à la matière. Et si je fais du pouce sur ce qu'on a vu avec la CEA, le pourquoi est très important. Vous vous rappelez du pourquoi, hein, c'est qu'est-ce que je pourrais faire pour susciter leur intérêt, là, pour les engager? Pourquoi je suis là? Pourquoi est-ce que tu me dis là, cet apprentissage-là, à quoi ça va me servir? Ce module-là, si je le réussis, tu me dis que ça va me permettre ça, wow, aussi, de toujours. Puis ça, c'est des choses qu'on peut faire au quotidien. Fait que c'est ça qu'on va regarder. Fait que là, vous regardez dans votre réalité, en termes de lien, comment ça se vit. Ça va? Donc, je donne la parole à mes CP à votre table, puis je reprends le micro dans 15 minutes. Bonne discussion et mettez-y du cœur et de l'énergie. Alors, merci. Et c'est comme ça qu'on va procéder. Réfléchissons, vivons nos expériences ensemble, partageons et on va construire. Et moi, vous savez, vos directions ou vos secrétaires vont me remettre ces notes-là. Et je vais partir de vous. Je sais qui était à la table 1, la table 2, la table 3. Et ça va me permettre de construire mon répertoire de besoins et d'accompagnement. Donc, allez-y, videz-vous le cœur aujourd'hui. Je vais partir de tout ça. Ça va? Fait qu'il y a des preuves, tout reste ici, c'est même filmé, alors on va avoir de quoi construire ensemble. Je passe à la suivante. Non, on va passer par là. Alors, on est maintenant avec un œil. Pourquoi donc? Alors, il faut utiliser l'entrée visuelle comme support. C'est vraiment important. Ça fait sens pour beaucoup de nos élèves, ça fait sens même pour nous. Mais vous l'avez vu, il y a toujours bien une façon de le faire qui peut être même différente. Et quand je parle, je vais toujours faire des liens. Hein, vous rappelez-vous, je vais faire des liens avec ce qu'on a vu au niveau de la CEA, c'est-à-dire que lorsque je vise le support visuel, quand je réfléchis à une façon
de rendre la matière visuelle? Bien, je suis beaucoup dans le quoi. Dans le quoi, c'est le rapport au savoir. Parce qu'il y en a pour qui je parle et ça fait des images dans leur tête. Il y en a pour qui ça va être une capsule vidéo où est-ce qu'il n'y a pas de bruit, mais il y a juste assez d'action pour que ça fasse des liens dans ma tête. Alors que pour d'autres, ça peut être un texte avec une image, mais le support texte, l'élève va apprendre avec un texte. Ça en est un aussi un support, mais je veux dire, il faut exploiter davantage ce qu'on a. Et on est rendu à l'ère où la technologie nous permet de voir très grand et aussi de limiter, des fois, ce qu'on veut faire. On a des grands projets, on a des grandes idées, mais Google est là pour nous. On peut juste, des fois, aller voir ce qui est déjà fait, puis ça nous inspire et même ça peut être déjà utilisable. Et imaginez que si on commence, nous, à travailler en équipe comme ça, en collaboration, en communauté d'apprentissage, et qu'on décide de développer des capsules, qu'on décide de développer, on décide comme on le vit présentement au niveau de l'éducation des adultes, on est en train vraiment de changer l'approche qu'on fait du français. On les fait échanger sur des blogs. Hein, on les fait vraiment s'investir dans la réalité de tous les jours. Pourquoi ne pas passer aussi, pourquoi ne pas faire une page Facebook de notre cours pour essayer d'aller faire des conversations privées ou pourquoi ne pas utiliser la technologie, elle est là pour vous. Donc, le support visuel, là, on est capable d'aller très, très loin. On est loin de juste écrire la règle du verbe être ou tu sais, les fameux cartons standards qui existent, là. C'est genre juste un carré jaune sur un mur, ça. Ça n'a même pas le goût d'être regardé, là. S'il y en a dans vos classes, désolée, je ne les ai même pas vus. Ça veut dire que... Et quand on est dans le comment, bien, c'est ce que je vous disais un petit peu tantôt. Est-ce que je suis obligée de passer par le papier-crayon pour rejoindre mon élève ou je pourrais lui dire, bien, regarde, écoute, fais-la, je veux voir comment tu te débrouilles avec, je ne sais pas, moi, si on parle aux soins de la santé, par exemple, telle intervention auprès d'un préposé, bien, est-ce que tu peux le faire avec quelqu'un? Tu vas te faire filmer, puis moi, je vais regarder ça. Hey, là, je viens de baisser l'anxiété, je viens de baisser plein de choses. Et si, par exemple, j'ai un élève, vous savez, l'immigration, on est rendu avec des gens qui ne sont pas tout à fait de notre langue. Il faut vivre avec. Mais si je fais une feuille ou un aide-mémoire ou des mots visuels avec des pictos pour l'aider à dire, bien, dans ton téléphone, tu traduiras ce que ces mots-là veulent dire parce que c'est important, bien, pourquoi je ne le ferais pas pour tout le monde? Tu sais, je peux la donner, cette feuille-là. Ça coûte quoi? Fait que voyez-vous, le visuel, je suis certain que vous avez une intention, vous en utilisez beaucoup, mais est-ce qu'elle est toujours efficace? Peut-être. Et si ce n'est pas le cas, si vous n'en mettez pas assez, est-ce que vous avez des idées? Et c'est là qu'on va échanger. Vous êtes quand même en secteur qui se ressemble. Donc, allons-y pour le... Quand je dis le comment, c'est oui, comment l'élève apprend, mais comment je vais l'évaluer aussi. Je peux ouvrir les horizons. Fait qu'on va partir aujourd'hui de quelle est la place du visuel dans votre quotidien d'enseignant? Comment vous la partagez avec vos élèves? C'est quoi le souci que vous avez d'en mettre quand vous enseignez parce que vous le savez que ça fonctionne? Est-ce que vous utilisez seulement la même chose, toujours? Alors, on retourne à nos discussions et maintenant, on passe à ce que pourrait nous apporter ou qu'est-ce qu'on a à s'interroger sur nos stratégies au niveau du support visuel. Et voyez ça large. Voyez pas juste là, une image, mais voyez tout ce qu'on peut faire, la vidéo et compagnie, c'est du visuel. Échanger là-dessus et je me promène et j'ai beaucoup de plaisir à vous écouter. Donc, j'aurais pu vous en dire beaucoup sur l'aspect visuel parce que si je voulais ne pas vous décourager et ne pas vous dire que c'est une montagne, je pourrais simplement vous parler de ce que vous avez déjà au niveau de vos notes de cours. Des fois, c'est pas compliqué. Ça peut être d'enlever du texte qu'on sent superflu. Ça peut être de mettre un titre en gras, mettre les intertitres en couleur, de mettre une feuille de couleur. Ça peut être déjà avec des choses que vous avez déjà, mais qui peuvent être amenées différemment. Parce que le support qu'on a, le support avec lequel on a plus de talent, parce qu'à l'université, tout ça, on développe ça, c'est le papier. Mais on peut l'utiliser à notre avantage. Vous savez, en orthopédagogie, souvent, on a des polices de caractère qu'on va préconiser pour des élèves dyslexiques parce que c'est plus facile à lire. Bien, vous pouvez vous amuser, vous aussi, dire « Ah, elle, je la trouve plus facile à lire. » Fait que des fois, juste changer la police, la taille. Mettez-en du 16, là, ça prendra du recto-verso, mais... Fait que ça peut être ça, le visuel. Okay? Fait que je sais qu'on a discuté beaucoup, mais on aura l'occasion. Moi, je vais tout relire ça, puis ça va être super agréable de voir ce que je peux faire pour vous accompagner. Maintenant, on a une grosse oreille ici.
qui peut dire beaucoup de choses. OK? Quand on parle ici de favoriser, en fait, l'entrée auditivo-verbale, finalement, utiliser la voix auditive, eh bien, c'est très important. Vous l'avez vu tout à l'heure, hein, dans notre vidéo, hein, c'est intéressant, on a quelqu'un qui parle des images. Mais nous, quand on parle, quand on est dans magistral davantage, parce que c'est ce qu'on a tendance à faire, regardez, je le fais avec vous ce matin. Je suis devant, je prends la parole, tout ça. Donc, c'est certain que lorsqu'on est en avant, il faut s'assurer que ce qu'on dit, ça fait sens. Il y a plusieurs façons d'aller vérifier ça. Hein, c'est-à-dire de reformuler ce que je viens de dire. Là, ce que je viens de vous dire, ça peut paraître compliqué. Là, je vous le redis, je fais une synthèse. Tu sais, on les amène à dire, là, c'est vraiment ce que vous devez retenir, c'est ça. Et parfois, c'est important aussi de se rendre compte lorsqu'on fait des discrétions. Des fois, vous savez, là, on est en train d'enseigner, mais là, on vient de donner un exemple, et là, on part. On est rendu qu'on jase de là, 10 ans. Et là, on a des élèves qui sont très intéressés ou pas du tout intéressés par ce qu'on dit, et que là, ils ont de la difficulté à raccrocher l'attention. Mais si nous, on est conscient que lorsqu'on parle, et que là, on se dégage de ce qu'on devrait dire, bien, chez certains enseignants, c'est bon de dire, hey, là, écoutez, là, je vais vous raconter une petite anecdote. C'est pas nécessairement important ce que je dis là, mais ça peut faire sens pour vous. Bon, bien, s'il y en a pour qui ça va avoir l'effet de dire, OK, bien là, moi, j'écoute pas. Ça ne m'intéresse pas, ou je vais me mettre en mode passif pour le moment parce que je vais garder mes énergies pour moi-même. Mais des fois, c'est bon de s'auto-critiquer, de dire, je fais tout ça, moi, je pars dessus des fois, puis je leur dis pas que ça n'a pas rapport avec la matière. Bien, des fois, c'est bon. C'est bon pour nos élèves d'avoir cette... Donc, le quoi reformuler, hein, ce que je viens de dire, le mot-là, de reformuler dans nos mots et de faire reformuler par vos élèves. Qu'est-ce que je viens de dire? Oui, c'est toujours une question qu'il faut reformuler. Ça veut dire quoi, reformuler? Dire autrement ce qu'on avait expliqué. Alors, voyez-vous, on est capable de le faire à dire... Tu sais, des fois, on dit des grands mots selon ce qu'on fait. Bon, bien, pouvez-vous me répéter les étapes de tel... Disons, je regarde l'équipe de soins de santé, là, vous avez des étapes. Parfois, il y a beaucoup de procédures. On explique, mais on est capable de dire à un élève, pourriez-vous me répéter ça dans vos mots? Ça fait sens pour les élèves. Hein, c'est vulgarisé par ceux qui sont au même niveau. Donc ça, c'est à réutiliser beaucoup, beaucoup. Je le sais que vous le faites déjà. Je le sais que vous êtes capable aussi. Mais c'est d'en être davantage conscient. Bien, on est dans le quoi vraiment. Hein? Se rendre signifiante la matière qu'on a enseignée, le pourquoi, puis tout ça, c'est là-dedans. Puis, si je vais dans l'optique du comment, c'est-à-dire, bien, s'il y en a qui sont très audio, qui favorisent ça, est-ce que j'ai moyen de les évaluer avec cette vision-là? Est-ce qu'ils pourraient utiliser, mettons, disons qu'ils sont moins à l'aise avec l'écriture, est-ce que je pourrais utiliser un autre format pour les évaluer? Oui, c'est vrai que l'écriture, quand on est en évaluation d'écriture, on ne fera pas avec un dictaphone puis quelqu'un va écrire à notre place, mais est-ce qu'on pourrait offrir d'autres supports pour aller respecter cette entrée-là pour certains de nos élèves? Fait que la place de l'audition, puis pensez que tantôt, une vidéo, c'est très audio. Hein? Oui, c'est visuel, mais c'est audio. Fait que je vous invite à retourner en discussion par rapport à moi. Est-ce que je prends le temps vraiment de reformuler, de faire expliquer à mes élèves? Est-ce que je prends le temps de faire des synthèses à la fin du cours? Est-ce que j'en mets dans mes documents pour que l'élève construise sa pensée? Et aussi, au niveau des évaluations, est-ce que j'utilise ça, moi, des fois, une entrée différente que le papier et le crayon pour leur dire, bien, regarde, on va faire une entrevue ensemble. Tu vas me dire ce que tu as compris. Allons-y, c'est ça qu'on va faire. Pourquoi pas? Je sais que ça commence à se faire aussi au niveau là, du français en secondaire 3. On est là-dedans, l'entrevue. Et c'est drôle, hein? On a combien de succès dans ce cours-là? C'est tout le monde. Parce qu'on a décidé qu'on passait par l'entrevue pour aller valider la compréhension et l'apprentissage. C'est drôle, on a 100% de réussite pratiquement. Ça parle. Alors, je vous laisse discuter. Il faut que j'essaie de me presser dans le temps. Fait qu'on y va pour ce qui est du support visuel et je me promène pour essayer de m'inclure dans vos... Alors, je vous ramène à moi pour une dernière fois avant la pause, parce que si on inonde les lieux et qu'on se fait inonder par les autres, on va avoir de la difficulté à jaser. Alors, je vais vous présenter la 4e. On est rendu à la moitié de notre parcours. Et vous savez, je me promène et puis je le sais que vous avez des réalités qui ne sont pas très évidentes toujours. Puis, n'oubliez pas qu'aujourd'hui,
l'objectif de cette journée, c'est de réfléchir. De réfléchir sur nos pratiques, de réfléchir sur notre enseignement, sur ce qu'on vit, sur les défis qu'on a à relever, sur les réalités qui ont changé. Alors, je le sais que c'est pas toujours évident de discuter puis d'innover dans ça parce qu'on a des contextes qui nous le permettent moins, mais essayons aujourd'hui de voir comment on pourra améliorer les choses. Et vous le savez, je le répète, les prises de notes qui se font présentement vont me nourrir moi pour ensuite dire « OK, j'arrive, comment puis-je vous aider? Qu'est-ce qu'on a le goût? On commence par quoi? » Ça va? Donc, je vais vous présenter la dernière, les petites mains. Vous voyez, l'utiliser l'entrée kinesthésique, hein, c'est vraiment l'apprentissage passant par le corps. Il y en a pour qui c'est parlant, il y en a pour d'autres, ça a plus ou moins de sens. Mais j'ai envie de vous dire que quand on touche, quand on manipule, ça fait sens parce que ça crée un film dans notre tête où ça crée les liens qui sont nécessaires. Donc, c'est sûr que dans certains domaines, la manipulation, quand on est en FP, bien, on ne peut pas passer à côté, là. Il faut pratiquer, il faut devenir bon parce qu'on va avoir à le faire. Ça va être notre métier. Quand on est en éducation des adultes, ben il y a beaucoup de choses qui méritent de la manipulation. Quand on dit manipulation, c'est pas juste ça, là. Ça peut être des expérimentations, ça peut être de voir, on peut faire du pouce sur ce qu'on a vu au niveau du visuel. Ça peut être aussi, tu sais, nous, de faire des démonstrations, ça c'est du visuel, mais ça rentre aussi dans, OK, je vais le reproduire, je vais le faire. C'est ça le kinesthésique. Il faut essayer d'aller les rejoindre, ces gens-là. Puis quand on est dans le manipuler, expérimenter, bien c'est sûr, quand je fais des liens avec ma matière, c'est une façon de représenter différemment la matière. Quand je passe par, écoutez, regardez bien, là, je vais faire quelque chose, à quoi ça pourrait vous servir, ou mettons en santé. Je vous dis pas qu'il faudrait mimer, là, mais il y a plein de choses. On peut être théâtral un petit peu des fois, ou on peut être surprenant quand on amorce un petit peu l'entrée kinesthésique. Tu sais, d'avoir besoin de toucher, d'avoir besoin de sentir, d'avoir besoin de... Tu sais, surtout les gars, des fois, qui sont en carrosserie mécanique, on les aura plus tard, ou même ceux qui sont en charpenterie. Imaginez le marteau, là, ça devient source de stimulation et de stress, mais ça fait partie de l'essentiel. Il faut le contrôler, il faut l'amener à devenir un outil pédagogique. Et dans le comment, bien, c'est important. Si j'ai enseigné, j'ai permis à mes élèves, à mes étudiants d'utiliser la manipulation, tu sais, je les ai appris des choses par la manipulation et que je les évalue sans tenir compte que ça serait peut-être bien, bien important de les faire manipuler ou de leur faire expérimenter une situation X, Y, Z, les mettre dans un contexte qui les fait, tu sais, se mettre les mains à la pâte, bien là, je suis un petit peu à l'encontre. Il faut toujours, hein, j'ai dit souvent ça, faut évaluer ce qu'on enseigne. Et si vous avez tu sais, les moyens, en fait, qu'on utilise pour faire apprendre, là, est-ce que c'est eux qui sont vraiment importants? Non. On peut utiliser plein de moyens, c'est ça qu'on fait aujourd'hui. Là, on essaie de voir comment on peut enseigner. Ce qui est important, c'est la fin. Mais c'est là qu'on peut essayer de voir comment nos moyens peuvent être diversifiés pour notre clientèle. Puis, la kinesthésie, bien, l'entrée au niveau du corps, c'est important de le faire. Fait que c'est sûr que c'est parfois plus difficile chez certains de se mettre, de dire, bon, ben moi, au niveau kinesthésique, mes stratégies, qu'est-ce que je fais? Je le sais pas. Mais c'est là qu'on veut voir. Il y en a pour qui ça va devenir facile d'en discuter. Pour d'autres, ça va être, ouais, nous autres, on en fait des démos, on lui donne des marteaux, mais ça devient un méchant problème parce que, mais aujourd'hui, n'oubliez pas, on n'est pas axé sur ce qui ne va pas, on est axé sur ce qu'on voudrait qu'il se passe ou qu'est-ce qui se vit présentement parce qu'on s'en va CEA. On s'en va vers, OK, on va apprendre cette affaire-là. Il y en a qui sont en version papier, il y en a qui sont en version audio, il y en a qui, il faudrait que ça leur passe par le corps. Je vais lui créer quelque chose à eux. Je vais avoir ça en tête. Puis ceux qui sont de manuel un peu, ça doit avoir été pas mal votre façon d'apprendre. Fait qu'on va en discuter, je pense qu'on va en discuter après la pause. C'est sûr que là, je vais peut-être, parce que sinon, on va se faire envahir, puis ça va être difficile, mais on est rendu à l'aspect kinesthésique, fait qu'on s'en reparlera après la pause. De retour dans 15 minutes. Alors, on revient, on s'enligne sur la discussion au niveau de ce qui est de kinesthésie, d'entrée par le corps, et je le sais que vous n'avez pas le choix de le mobiliser, mais qu'est-ce que vous faites pour le mobiliser? Si ça répond à vos besoins à vous, ça va être plus facile, mais dans la majorité des cas, des fois, quand c'est plus
du magistral ou quand c'est plus de la théorie, comme on fait pour essayer de rejoindre ces élèves-là. Fait que discuter ensemble, on continue de se promener et on va se donner un mandat, on n'aura pas beaucoup de temps, on va se donner jusqu'à 10h40 pour faire cette stratégie-là, parce que malheureusement, on avait juste l'avant-midi ensemble. Donc, on y va, on discute et je vous revois dans 6 minutes. Maintenant, on est rendu à notre cinquième et non la moindre, j'ai envie de vous dire ça, parce qu'elle est très, très, très importante. Elle est très actuelle aussi dans le monde de la pédagogie. Un petit bonhomme avec un point d'interrogation, super, oui, mais qu'est-ce que ça veut dire? La métacognition. La métacognition, c'est d'être conscient un peu de la façon qu'on apprend. Fait qu'éventuellement, quand des élèves sont très habiles à dire « Ah ben moi, le visuel, ça m'aide vraiment » ou quand vous m'aidez à faire des synthèses, ça m'aide vraiment. Bien là, on a des élèves qui font beaucoup de métacognition. Mais on n'est pas tout à fait là non plus. Alors, c'est certain que lorsqu'on offre plusieurs façons de les rejoindre, bien, ça leur permet, eux aussi, de se dire « Ah, tiens, moi, j'apprends mieux de cette manière-là. » Ça leur permet de leur construire leur métacognition à eux aussi. Et aussi de dire, bien, moi, quand ça passe par quand que l'enseignant me demande de lui fournir une capsule, là, parce que je peux lui répondre je peux se faire une synthèse puis faire une capsule vidéo, bien, moi, ça me rejoint, j'aime ça, je vais m'impliquer. On est beaucoup dans le comment rendre la matière, tu sais, on ouvre les portes, on permet d'autres choses, mais aussi, on est dans le quoi, là. Tu sais, on est vraiment, quand je vous dis le quoi, au niveau de l'enseignement explicite, parce que c'est un petit peu ce qu'on veut ici dénoter, là, quand on dit enseigner à cerveau ouvert, hein, c'est-à-dire, quand je parle à mes élèves, il y a beaucoup de liens, moi, qui se font dans ma tête inconsciemment. J'ai quelque chose avant sur lequel je me base, puis là, je parle, puis là, je construis, puis là, je leur en dis des choses. Mais malheureusement, tous les liens inconscients qu'on fait quand on est en avant, pour beaucoup d'élèves, ça n'a pas le sens que ça devrait avoir. Donc, c'est important d'essayer de développer cette manière d'enseigner-là. C'est-à-dire, tous les questionnements qui peuvent avoir lieu quand on parle ou quand on explique quelque chose, bien, c'est ça qu'il faut rendre accessible à l'élève. Bon, on pourrait avoir un exemple, là, par exemple, si on est en soins de santé ou même en commerce, quand on parle, tous les fameux modules que vous avez, là, il y en a, hein, des choses. Mais quand vous êtes en train de dire, vous savez, si je fais cette écriture-là de compte ou si je fais ça, c'est parce que d'abord et avant tout, hein, j'ai vérifié ça, puis ça, je l'ai vérifié ça. Tu sais, c'est d'aller dire toute la construction du pourquoi vous avez pris cette décision-là, pourquoi cette action-là a été posée. Quand vous leur demandez, par exemple, de faire un exercice, puis que là, ils sont un petit peu bogués, bien, quand vous les accompagnez, là, il faut que vous soyez, vous, à cerveau ouvert. Puis là, il va y avoir beaucoup de gens, « Ah, oui, OK, j'avais pas vu ce bout-là. » Parce faut les rendre accessibles. Puis même des fois, là, il y a des grands mots qui ne veulent pas dire grand-chose, mais lorsqu'on les a rattachés ou quand nous, on les a exprimés avec une grande ouverture d'esprit, bien, ça l'aide. Donc, on est aussi là-dedans, quand on parle du comment, bien, de leur permettre d'avoir accès à vos connaissances, la façon qu'ils sont construites vous-même. Et lorsque vous allez leur rendre ça de cette manière-là, ça peut être rendu avec un tableau, ça peut être un schéma, des fois conceptuel que vous avez fait, ça peut être une vidéo, ça peut être toutes sortes de choses, mais de leur donner cet accès-là et de leur permettre de vous rendre compte de leurs apprentissages, dans leurs actions et tout ça, bien, c'est drôlement aidant parce que ça va créer aussi leur capacité à faire de l'introspection, à se dire, OK, moi, c'est comme ça qu'on me rejoint, c'est comme ça que ça me motive, c'est comme ça que j'ai le goût d'apprendre, puis je m'investis, puis je lâche pas. Comprenez? Donc, est-ce que aujourd'hui votre discussion là-dessus, c'est de dire, est-ce que moi, je permets beaucoup à mes élèves de développer la métacognition, d'aller les rejoindre dans leur style? Qu'est-ce que je fais pour, faire des liens, puis leur rendre visuel, là, ou leur rendre significatif ce que moi, il s'en passe des choses quand on est enseignant, hein? Mais comment je leur permets de les voir, ces liens-là? Fait que je vous laisse débattre là-dessus un petit peu, puis je vais circuler pour vous accompagner parce que c'est une stratégie qui est très importante. On peut appeler ça l'enseignement explicite, c'est-à-dire de tout dire. C'est quasiment comme si on avait des enfants de 2 ans, là. Toutes les étapes de la recette, parce qu'ils ne le savent pas. Tu sais, la farine est où? Elle est dans l'armoire en bas. Après ça, tu la prends, tu prends une cuillère, tu la mets dans la tasse à mesurer, tu tapes avec ta... Imaginez-vous comment il y en a des détails dans nos actions? Bien, essayez de prendre conscience comment vous les rendez
à vos élèves ces chemins-là dans votre tête. Alors, ça discute très bien, mais il faut revenir. Hein? Le but de ça, c'est vraiment d'amorcer la discussion. On pourrait en jaser longtemps de la métacognition, n'est-ce pas? N'est-ce pas, chers membres de l'Assemblée? Alors, c'est certain que la métacognition, c'est quand même tu sais, pour certains, ça a plus de sens que pour d'autres. Puis même, des fois, on n'est même pas nous-mêmes conscients de c'est quoi notre méthode d'apprentissage qui est la plus favorable. Donc, de demander, d'essayer de le développer, de le repérer chez les élèves, puis de les amener à essayer de faire part de ce qui fonctionne avec eux. C'est quand même un bon défi. Mais on aura l'occasion là, d'y retoucher parce que j'y tiens énormément. C'est de rendre accessible là, ce que l'on a dans la tête pour que l'apprentissage se fasse, pour que les liens se fassent. Ça rentre avec éclairer, ne serait-ce que redéfinir le vocabulaire. Ça fait partie aussi de l'enseignement explicite. Fait que là, on en a jasé juste 10 minutes, mais on aurait pu en jaser pendant une journée. Donc, au moins, vous avez fait un petit bout de chemin là-dedans et j'aurai l'occasion de vous lire sur vos échanges. Alors, nous sommes maintenant à une boîte, un petit coffre à outils qui fait sens au niveau de l'apprentissage. On ne peut pas apprendre si on n'a pas de boîte à outils. C'est sûr qu'on est là pour aider nos jeunes à la construire, aider nos élèves à la construire, mais de quelle manière on fait ça? Est-ce qu'on se questionne sur l'efficacité de ce qu'on leur offre? On les invite à mettre quoi dans cette boîte-là et dans quel but? Donc, oui, support. Oui, les outils, les démarches à suivre, les procédures. C'est sûr qu'en FP, il y en a beaucoup. Puis même des fois, quand je regarde à l'éducation des adultes, il y a quand même beaucoup de procéduriers qui sont déjà mis en place pour que les élèves avancent. Tous les modèles qu'on peut faire, là, des choses qui ont déjà été faites ou si des choses sur lesquelles on peut se référer, dire là, regardez ce que vous allez avoir à faire ou telle démo ou telle en électricité, par exemple, là, tel circuit, ça devrait ressembler à ça. Là. Ça ne ressemble pas à ça, on a un problème. Fait que, c'est important d'aller les chercher de cette façon-là. Tous les trucs au niveau de les trucs pour que. On a tout fait ça à un moment donné. S'il y a quelqu'un capable de me dire c'est quoi les planètes à partir du Soleil jusqu'à la dernière, là? Hein? Est-ce que tout le monde s'en rappelle? Non, c'est ça, mon vieux, tu m'as jeté. Il faut faire attention, il faut quasiment en enlever. Là. Hein? Voyez-vous, ça a collé, ça. Fait que ces trucs-là sont drôlement gagnants. Mais sont gagnants pourquoi? Parce qu'ils ont été réfléchis. Qui a pensé à ça? Quelqu'un qui a décidé que les élèves allaient l'apprendre. Puis ça a fait le tour, parce que regardez, on s'en rappelle un peu. Même mes enfants, ils sont tout petits, puis c'est encore ça. Je pense que c'est plus cute, même, en tout cas. Ça a quand même évolué, mais c'est là. Est-ce qu'on est capable, comme enseignant, d'essayer de créer ce genre de phrases-là, ces petits trucs-là, pour que les élèves apprennent facilement des fois, les procédures, les étapes? Et ça fait drôlement partie de la métacognition ou de l'enseignement explicite. Donnez-leur vos trucs. Comment ça, vous autres, vous avez appris ça? Comment vous avez fait? Bien, moi, là, j'avais tel truc que je me disais ça, ou je me suis mis les lettres des premiers, ou peut-être que vous faisiez une chanson, je ne sais pas, mais tu sais, bon. Il y en a pour qui ça va avoir du sens, parce que ça va les rejoindre. Il y en a que c'est faire des tableaux, faire des... peu importe. Mais de rendre accessible ces trucs-là, c'est drôlement aidant. Puis d'accrocher ça avec le sens. Et là, comme vous voyez, on commence à tomber sur... Je les accroche vraiment à tous nos 3 grands concepts de la CEA, le quoi, le pourquoi, puis le comment. Bien, c'est sûr que quand on est dans le quoi, vraiment la matière, la représenter différemment, bien, quand on met des procédures en place ou quand on fait des réseaux, des schémas, bien, c'est une façon de voir la matière, de comment on peut la rendre accessible. Eux, ils peuvent se le monter, mais vous pouvez drôlement les accompagner là-dedans. On peut déjà en faire en équipe, dire hey, écoutez, ça c'est problématique, on s'assoit ensemble, on essaie de trouver un truc pour leur faciliter l'apprentissage, la rétention. Fait qu'on est dans le quoi vraiment, là, offrir des méthodes de représentation différentes. Le pourquoi, bien, c'est drôlement, des fois, quand on a des trucs le fun ou qu'on a justement, quand l'enseignant essaye de nous donner de nous outiller comme il faut davantage. C'est quoi ça, c'est un téléphone? J'arrête. Je trouvais que c'était un petit peu violent comme sonnerie de cellulaire. Je trouvais que ça faisait un petit peu audacieux. Hein? À l'air où est-ce qu'on est rendu, là? Wow, calmez-vous. Donc,
dans le fond, quand je dis le pourquoi, on parle de pourquoi, là, c'est comment solliciter l'intérêt, la motivation, puis comment... C'est sûr que quand j'ai un coffre à outils bien plein, puis que l'enseignant m'en donne, puis l'enseignant me permet de m'en construire, puis que je l'échange avec un autre, puis que c'est drôlement motivant, tu as l'impression d'avancer. Tu fais pas ça pour rien. Donc, on est vraiment là aussi. Puis dans le comment, bien là, ça ne peut pas être plus clair, là. Hein, c'est comment apprendre. Bien, regardez, moi, j'apprends comme ça. J'ai des trucs pour m'en rappeler. Je me suis fait des procédures parce que je sais quand... J'arrête pas de regarder Marlène. En commerce, en secrétariat, là, il y en a des étapes, puis je l'ai vu que c'était nécessaire de faire des procéduriers parce que les étapes peuvent se mélanger dans notre tête. Donc, ce qui est aidant pour vous, ça ne veut pas dire que ça va l'être pour votre élève, mais c'est là qu'il faut essayer de construire avec eux, de dire, OK, moi, il me semble clair, mais je suis le spécialiste de la matière. Ouais, pas tout le temps payant, ça. C'est toujours mieux d'aller le faire regarder d'un œil externe, parce qu'on peut être très fier de dire, hey, moi, ça me parle. C'est sûr, tu sais. C'est votre matière. Lui est en train de l'apprendre. Il faut revenir un petit peu plus bas. Le construire avec eux, par exemple. Êtes-vous capable de me nommer la première étape importante de telle situation? Si ça ne sort pas, est-ce qu'ils ont appris la première étape qu'il faut faire dans ça? Je pense que non. On lui donne la parole, mais là, on va pouvoir dire, oh, mes points à travailler sont les suivants. Fait que construire le coffre à outils, c'est tout le temps en enseignant qu'on peut le faire aussi. T'sais, quand on ferme la boucle, c'est important après une période ou après une... Qu'est-ce qu'on a vu? On ferme quoi? On met quoi dans la boîte à outils pour la prochaine fois? Qu'est-ce que j'ai à retenir parce que demain, c'est ça? Faites ça parce que je vais pratiquer ça la semaine... On est dans la boîte à outils. On est dans le comment je vais apprendre puis comment je vais aller voir si vous m'avez compris. Il y a plein de façons de le faire. Alors, posez-vous la question sur ce moment de réflexion-là sur qu'est-ce que vous faites pour bâtir ce coffre-là avec eux? Puis qu'est-ce que vous avez déjà de construit? Puis qu'est-ce que vous êtes prêt à faire? Puis qu'est-ce que vous auriez le goût de faire? Alors, me revoici encore pour une avant-dernière intervention. Bien oui, déjà. Ça avance vite et c'est plaisant de vous entendre. Soyez assurés que je suis contente de ce qui se passe. Je vis un beau moment. Alors, est-ce que tout le monde est avec moi? Je le sais qu'on peut déborder. Puis ce qui est intéressant, là, ce que je suis en train de me rendre compte, c'est que vous êtes en train de faire les liens entre les stratégies. Parce que vous êtes en train de voir que lorsque je fais ça, bien, c'est comme faire un peu de visuel ou c'est faire un peu de ça. Fait que voyez-vous, quand on met nos énergies dans notre préparation, notre planification ou dans l'encadrement qu'on va donner, puis qu'on met du temps, c'est sûr que ça nous demande, puis je l'ai entendu, le facteur temps, soyez rassurés, mais quand on le fait et qu'on est capable de dire qu'on touche à 3 ou 4 stratégies avec ça, puis qu'en même temps, on peut toucher à 4, 5, 6 ou 7 ou tous nos élèves, on est dans la CEA, on est vraiment là-dedans. Donc, on est déjà, je trouve qu'on a déjà des très belles pratiques. On est capable d'y réfléchir, puis on va innover. J'ai l'impression on s'en va vers l'avant. C'est super. J'adore ça. Maintenant, nous sommes rendus à ce petit sablier, qui veut dire l'importance. Oui, le temps. Le temps, hein, on est toujours pris avec le temps. Aujourd'hui, on le vit. Avec vos élèves, hein, c'est la même chose. Donc, c'est important pour nos élèves. Et ça, c'est, tu sais, je vous l'ai dit, je vous rappelle tout à l'heure, les défis cognitifs sont les mêmes que nos élèves en difficulté ou nos élèves qui sont là pour apprendre, mais qui n'ont pas nécessairement de problématiques particulières. Les défis sont les mêmes. L'anxiété est là. Les difficultés de s'organiser sont là. Les difficultés en lecture sont là. Alors, au niveau du facteur de l'organisation de la tâche et le temps, c'est très rassurant d'être capable de dire à nos élèves, nos attentes, dire tu auras 20 minutes, si tu fais ça en 20 minutes, tu peux venir me revoir ou ça de suite, ou dire aux élèves de positionner nos objectifs dans le temps, c'est important aussi. Ça suscite beaucoup le pourquoi. Bon, là, aujourd'hui, je fais ça parce que demain, je vais faire ça, c'est motivant, je suis content, j'apprends pas pour rien, c'est structuré, je sais vers où je m'en vais. C'est important. Quand je dis installer des routines en classe, idéalement, vous devriez toujours avoir une routine. Ça serait intéressant d'avoir une routine d'avant et de fin de période. C'est très important, c'est très rassurant chez les élèves d'avoir des routines. Puis je le sais que les minutes, des fois, sont comptées, c'est pas toujours évident, mais ça peut faire partie de ce qu'on peut développer. De donner dans chaque 50 minutes, un 10 minutes
où l'enseignant se met non disponible, mais il va marcher sa classe, il va aller s'asseoir, il va créer des petites discussions d'équipe, ou il va décider de parler d'un sujet de l'actualité qui est hors de... mais qui va faire du pouce là-dessus. Tu sais, d'instaurer des routines, pour un élève, c'est facile de s'engager. Tu sais un peu ce qui va se passer. Parce que vous savez, à chaque fois qu'il rentre dans votre classe, il s'attend de la nouveauté. Il s'attend toujours à être obligé d'apprendre et de se mettre les mains à la pâte. Mais s'il sait qu'il y a un moment de routine, il sait comment ça va se passer, ou si vous mettez le plan au tableau, c'est sûr que là, quand on est dans l'éducation des adultes, ça peut être différent, mais pour ceux qui sont capables de dire, voici le menu du jour, oh, je vais doser mon énergie, je sais ce qui s'en vient, je sais que rendu à la fin de la période, ça va être exigeant, ou je sais à quoi m'attendre, et c'est très rassurant pour des élèves. Je sais que c'est pas nécessairement évident, mais quand on dit que c'est gagnant d'essayer de le faire, bien, essayez de vous questionner sur qu'est-ce que vous avez? Peut-être que vous en avez déjà des routines d'installer. Peut-être qu'ils sont déjà là. Puis questionnez-vous qu'est-ce qui apporte au niveau de la conception universelle de l'apprentissage. Pourquoi vous faites des routines? Pour toucher qui exactement? Est-ce que ça a été dans un but de répondre à un besoin particulier ou vous l'avez fait parce que vous sentez que ça fait partie d'une part importante de notre travail, c'est-à-dire des rassurer, des avoir dans un cadre de... Parce que vous savez, hein, je vous le dis, le pourquoi l'apprentissage, c'est affectif. C'est le fun d'être en sécurité dans son environnement de classe. On est là souvent. Fait que, interrogez-vous sur vos routines. Comment vous organisez le temps? Est-ce que vous les accompagnez à s'organiser dans le temps? Au niveau des échéances, au niveau de la structure de la journée, au niveau de la période. Tout, on se questionne là-dessus. Ça va? Je vous laisse discuter. Alors, désolée de vous encore vous arrêter dans vos discussions. C'est rassurant de savoir que je suis obligée de vous arrêter, par exemple. Hein? Si ça arrêtait avant que je parle, ça voudrait dire qu'on n'a pas atteint notre objectif. Alors, chers CP, vous êtes tous parmi nous? Alors, on entame notre dernière stratégie parce qu'on vous avait présenté, on vous avait parlé de 8 stratégies et nous y sommes. Ça passe vite, c'est sûr qu'on aurait pu en jaser de tout ça, mais on va quand même avoir fait un pas vers l'avant. On va avoir tous entendu le même discours et on va tous avoir envie de se regarder à l'œil puis de peut-être innover dans nos pratiques. Alors, la dernière et non la moindre, c'est en fait tout ce qui touche le jumelage, le pairage, l'apprentissage par les autres. Et les autres, c'est vraiment les autres apprenants. C'est souvent très aidant. Et aujourd'hui, on est en train de le faire, on est en communauté d'apprentissage, on est en train de se regarder, de discuter de nos pratiques, de notre vécu, dire « Ah, toi, tu fais ça, moi, je fais ça. Ah, wow, on construit, on peut prendre l'idée d'un autre, dire « Ah, j'avais pas vu ça comme ça. » Et est-ce qu'on le fait tant que ça chez nos élèves, chez nos apprenants? Est-ce que notre contexte nous le permet? Peut-être pas. Mais si on dit que c'est gagnant, est-ce qu'on devrait essayer d'innover? Est-ce qu'on devrait essayer de faire une place? Parce que c'est drôlement intéressant de voir à quel point 2 élèves peuvent arriver à se compléter dans leurs apprentissages et combien ça sollicite la motivation et l'engagement. Tu sais, quand on dit aux élèves, vous allez être à 2 aujourd'hui, puis c'est vous 2 qui allez me faire la synthèse à la fin du cours. Qu'est-ce qu'on a dit d'important? Fait qu'à la fin, je vous garde 10 minutes, vous allez vous consulter, puis vous allez nous dire ce qui s'est passé. Donc, c'est certain qu'en utilisant 2 élèves, bien, ça a une certaine portée sur leur motivation, leur engagement à eux. Ça les oblige aussi à être très, très disciplinés dans la période. Et ça donne aussi le pouls aux autres de dire « Ah, hey, là, tu sais, quand c'est Charles et Éric qui parlent, là, hey, je comprends. Vraiment mieux quand c'est le prof suppléant. » Mais dans le fond, ça se peut. Et c'est ça qu'on a peut-être intérêt à bonifier parce que où est-ce qu'ils en sont rendus, vous allez l'avoir directement là. Puis, c'est intéressant de voir aussi quel pouce vous pouvez faire là-dessus, la rétroaction que vous pouvez faire, vous servir de ça. Puis, pourquoi ne pas aussi accrocher un bonus à ça? T'sais, pourquoi ne pas aller les chercher avec cet angle-là? Et vous savez, quand on est dans le quoi, ici, on est encore dans le quoi, dans le pourquoi, dans le comment de la conception, parce que on touche beaucoup à tout quand on met nos élèves en pairage, en équipe, en discussion. Parce que vous savez que tout seul, on va plus vite, hein, mais qu'ensemble, on va plus loin. Puis c'est important de se le rappeler parce que nos élèves, des fois, on peut devenir source d'intimidation en se disant est-ce que tu as compris? Oui, ça c'est oui. Mais c'est pas tout le temps oui parce que c'est intimidant de dire que j'ai rien compris. Ça fait 20 minutes que je vous écoute pas, je sais plus où vous êtes rendus.
Fait que le pairage va permettre une certaine liberté à votre élève, une certaine source de motivation et d'engagement. Puis je le sais qu'on ne l'utilise pas assez, mais c'est drôlement important. Et puis, on est en train même de se questionner sur est-ce qu'on pourrait aller aussi loin puis d'évaluer en pair? Est-ce qu'on pourrait être rendu là, dire un travail d'équipe qui est exigeant pour les deux et selon mon barème, dire ah, tiens, cette compétence-là ou cet objectif-là est atteint pour toi dans ce travail-là, ça t'a permis d'avancer. Et là, c'est là que je vous dis que c'est vous autres qui allez avoir chaud quand on va être en train de construire ça, parce qu'on va penser pour tous, mais une fois que ce sera fait, puis qu'on aura des élèves qui vont être engagés, qui vont avoir le goût, tout ça, mais on n'aura pas fait ce travail-là pour rien. Puis on corrige un travail, on évalue 2 élèves en même temps. C'est un effet gagnant. Et c'est vraiment important d'essayer de voir comment vous le mettez, puis questionnez-vous sur la place que vous y donnez au pairage. Est-ce que ce serait possible de déconstruire un peu des fois vos environnements en classe pour assurer la proximité? Ah oui, c'est dérangeant, mais c'est à reconstruire. Pourquoi des rangs d'oignons? C'est pas obligé, regardez là. Vous êtes en équipe de plusieurs, puis on avance. La preuve que c'est ça qu'il faut faire. Fait que je vous laisse discuter là-dessus. Question de récupérer puis de faire une conclusion avec vous. Fait que je vous donne un bon, malheureusement, peut-être juste 5 minutes pour en discuter, mais soyons efficaces dans notre 5 minutes. Nous en sommes déjà à la conclusion de cet avant-midi où nous innovons ensemble, bien sûr. Et là, je vais attendre d'avoir, je veux tout vous avoir avec moi, là. Je vais attendre d'avoir tous les yeux. Stratégie. Ah, c'est super. Jocelyn, c'est bon, tu me vois? Super. Alors, on ferme la boucle aujourd'hui ensemble sur, comme vous avez pu le constater, je pense, un développement qui est important au niveau de notre profession. C'est intéressant de voir que vous en faites déjà beaucoup, que vous innovez dans vos pratiques. Et maintenant, je trouve qu'on a tous la possibilité de parler le même langage. On va tous s'en aller vers un point, un objectif commun, en pensant qu'il ne faut plus voir les élèves avec une couleur différente, avec un diagnostic. Il ne faut plus voir ça. Il faut tenter de se dire, voici nos élèves, voici ce qu'ils ont à apprendre. Et mon rôle est tellement important, il faut que moi, je me mette les mains à la pâte. Hein? Il faut vraiment que je rejoigne tout ce beau monde-là. Et là, on a parlé de toutes sortes de stratégies pour y arriver, pour essayer de rejoindre le plus grand nombre. C'est sûr que ça va vous demander et ça va me demander de vous accompagner là-dedans et ce sera ça mon rôle. Et c'est pour ça que ceux qui ne m'ont pas vu encore dans vos centres ou dans vos départements, sachez que je vais y aller. Ça va me faire grand plaisir. J'en ai déjà beaucoup que j'ai rencontrés, mais je veux continuer d'y aller. Donc, aujourd'hui, ce que je veux que vous reteniez, c'est enseigner pour tous, c'est super important. Ça va vous faire gagner en temps et ça va être tellement payant. C'est un investissement payant. OK? On va innover, on va pratiquer ensemble. Alors, j'espère que vous allez... La pratique réflexive chez les enseignants, c'est très important. Pourquoi ne pas se regarder agir pour mieux agir? On est dans cette profession-là et certains, là, on va tous être d'accord qu'on n'irait pas nulle part chez le plus grand chirurgien si on n'était pas certain qu'il était allé mettre à jour ses pratiques. On irait peut-être sur celui qui nous démontre qu'il est rendu, ou la technologie lui permet d'être rendu, ou qui a suivi la science, qui est rendu pile sur ce qui se fait. Donc, l'enseignant, c'est une profession qui est très importante. Il faut vivre avec ce qui nous amène, avec ce que la société nous amène. Il faut vivre avec le changement. Il faut, nous aussi, monter un petit peu notre niveau quand la situation se présente. Et là, on est rendu à être obligé de s'élever parce qu'on accueille toutes les couleurs d'apprenants. Ça va? Merci beaucoup. Et avant de quitter, j'ai pensé à vous pour être certain que cette journée-là, vous continue de faire son chemin et continue de vous faire réfléchir. J'ai créé pour vous
un tableau où vous allez retrouver les pictogrammes. Je vais demander, oui, à Mme Nathalie de vous les faire circuler. Vous allez retrouver à l'intérieur de ce tableau-là, qui est plastifié d'une couleur verte espoir et verte nature. Vous allez retrouver les fameux pictogrammes. Vous allez les retrouver qui sont tous là. Et vous avez aussi, j'ai fait le lien très important avec nos fameux élèves, je les appelle nos élèves avec les post-it là, en plein visage, parce que je le sais que c'est difficile pour vous de faire la distinction entre un dysphasique, un dyslexique, une personne qui a un trouble de santé mentale, et comment je peux l'accompagner, qu'est-ce que je dois mettre en place. Je vais attendre un petit peu il nous reste un bon 5 minutes pour que vous ayez le visuel. Hein? On est visuel et on fait du pouce sur ce qu'on veut. Je vais attendre que vous l'ayez les mains, comme ça va être plus aidant. En attendant, je vais vous montrer ma dernière diapo qui est là. Donc, ce que vous avez entre les mains, je vous invite à regarder, mon image ici. En fait, ce que je veux que vous reteniez aujourd'hui, d'accord, c'est que plus vous allez combiner ces stratégies-là, plus vous allez rejoindre tous les élèves de votre classe. Et ça, malgré des difficultés d'apprentissage, malgré des troubles d'apprentissage, malgré des troubles neurologiques, malgré des troubles de santé mentale et malgré des conditions de vie difficiles. Plus on va combiner et plus on va développer notre pratique, plus on va faire attention de penser à tout ça quand on va préparer notre journée ou notre période avec nos élèves, plus on va arriver à les faire avancer et à créer ce qu'il faut qu'il se passe et atteindre notre objectif, c'est la réussite. Donc, vous allez retrouver ce tableau-là. Je pense que vous allez avoir de la facilité à le comprendre. J'ai pris soin. Idéalement, j'aurais mis des petits crochets partout. Hein? Vous savez que tout ce que j'ai mis là, j'aurais pu mettre des crochets partout. Et je vous ai ajouté une petite catégorie qui est les outils technologiques. Ceux qui ont besoin des supports techno, par exemple, les dyslexiques, les dysorthographiques, je vous les ai mis. Mais c'était pour vous mettre un petit peu dans le bain, dire, regardez, le jour où quand vous allez être au courant que vous avez un élève qui a un trouble déficitaire de l'attention, bien, vous allez pouvoir aller dire déficit de l'attention, c'est drôle, il faut vraiment que j'ai un bon lien avec cet élève-là. Il va vraiment falloir que j'utilise du visuel avec lui parce que ça va être difficile. Il va vraiment falloir que je le fasse expérimenter, manipuler parce qu'il va me perdre souvent plus qu'autrement. Il va falloir que je modélise, que j'explicite mes liens parce qu'il ne verra rien. Il va me perdre 10 fois dans la période. Je vais être obligée de l'outiller. Des petits trucs pour la mémoire. Vous savez que les élèves en TDA, la mémoire le fait défaut. Donc, je pourrais passer 1 heure à vous l'expliquer, mais je vous fais confiance. Je sais que vous allez être capable. Vous avez discuté. Ça commence à entrer, là, ces stratégies-là, puis comment les mobiliser au quotidien. Puis en arrière, je vous ai vulgarisé un petit peu c'est quoi un dysphasique, c'est quoi un dyslexique, pour que vous puissiez avoir une belle référence pour vous reconnaître. Oui, Sophie? Le TAC? Trouble de l'audition centrale, c'est vraiment un trouble qui peut arriver, vous pouvez le voir de plus en plus. C'est sûr que là, on y va, c'est un élève, je ne l'ai pas mis parce qu'on ne l'en voit pas tant que ça, mais sachez que c'est TAC, trouble de l'audition centrale, c'est un trouble qui touche justement au niveau de tout l'audio, oui, mais aussi il faut penser après ça, comment je fais, moi, quand j'entends pas bien pour créer des liens, puis je connecte ça à quoi, là? Donc, ça peut avoir de l'impact sur vos apprentissages, mais sachez que tout ça, là, c'est dans un but de consultation en arrière. Ce que je veux que vous reteniez, là, c'est que faites-en pas de distinction entre un dysphasique, un dyslexique, un post-it vert. Faites-le pour tout le monde, peu importe qui ils sont. D'accord? Merci beaucoup et une très belle après-midi. J'espère qu'on va se revoir bientôt. Une bonne main d'applaudissements, je me leverai, moi, parce qu'on vit un moment réellement important. Bravo, bravo Annick, merci. Alors, non, c'est sûr que tu nous as mis en appétit par rapport à ce qu'on vient de vivre présentement. Et faites-vous-en pas, il y aura une suite à cette journée pédagogique-là parce que c'est le début du commencement au niveau de l'ère du CUA à la commission scolaire. Puis on a la chance de le débuter ici à l'éducation des adultes et en formation professionnelle. On est des précurseurs et j'en suis fière. Merci à tous. Vous faites partie de l'histoire avec nous aujourd'hui. Merci. Bon dîner.